Donc suite aux premières vidéos de présentation du Bracon iLeg, voici une nouvelle vidéo présentant les fonctionnalités qui ont été rajoutées depuis la dernière fois. Donc la seule différence, c'est que le programme qui a été implanté donc a été modifié. Donc là vous pouvez voir le câble de programmation qui est encore présent. Dans la première présentation de fonctionnement, ce que je vous avais montré, c'est que la molette permettait de contrôler le rapport cyclique du hasher, et le hasher était nécessairement utilisé avec ces deux interrupteurs. On avait nécessairement un hasher de cadran, et donc on entraînait une machine électrique à courant continu de cette manière-là. Donc par rapport à cette première vidéo, les fonctionnalités qui ont été rajoutées, c'est d'une part la possibilité d'inhiber ou non le pilotage des transistors. Donc là, si je bascule cet interrupteur, vous pouvez voir que le voyant low side s'éteint. Ça veut dire que le transistor du bas est inutilisé, alors que dans cette position-là, les deux interrupteurs, les deux transistors sont commandés. Donc il faut savoir que là, la configuration matérielle du hasher consiste à alimenter la partie puissance avec cette alim-là de 60 volts. Ici, vous pouvez voir l'alimentation réglée à 12 volts pour alimenter la partie commande de ce boîtier. Donc là, c'est une alimentation temporaire par la face arrière que vous pouvez voir là. Le fonctionnement dans la version définitive, ça sera d'utiliser une alimentation secteur avec une prise jack ici, ou bien en face arrière, mais cette fois sur un fond de panier intégré dans un rack. Donc là, le mode de fonctionnement pour le moment n'est pas le fonctionnement définitif. Et donc la première fonctionnalité, c'est de pouvoir inhiber le pilotage d'un transistor sur les deux, première chose, et ça dans ce mode de fonctionnement avec la molette. Mais il y a aussi la possibilité de switcher cet interrupteur, donc qui est l'interrupteur analogue digital, et donc qui dans la position analogue attend un signal ici sur la BNC qui se trouve là. Un signal entre 0 et 5 volts qui va servir à piloter le rapport cyclique. Donc là, pour arriver à générer ce signal, en fait, on utilise ce GBF. Donc le GBF est configuré avec un signal triangulaire de fréquence 1 Hz, d'amplitude de tension d'offset 2,4 volts et donc tension d'offset 2,4 volts et amplitude crête à crête de 3,9 volts. Donc en fait, donc pratiquement 4. Donc on peut monter à 2,4 volts plus 2 volts pratiquement, donc un peu moins de 5 volts, et on descend à pas tout à fait 0. Donc en fait, ça permet d'avoir une plage d'excursion du rapport cyclique suffisamment importante. Et au passage, le bar graph dans cette configuration-là renseigne en temps réel sur le rapport cyclique appliqué. Donc là, en l'occurrence, il est au minimum. Donc si j'applique la BNC venant du GBF, voilà ce que ça donne. Donc étant donné qu'on est à 1 Hz, on a le temps de voir balayer les différents rapports cycliques avec le bar graph. Donc ça vous donne une idée de la profondeur de modulation. On n'est pas à fond, mais on n'en est pas loin. Et donc pour le moment, la puissance n'est pas présente. Donc la machine ne tourne pas. Et au niveau de l'oscilloscope et de sa copie d'écran sur l'écran que vous voyez là-bas, est totalement à 0. Donc pour démarrer, on met en marche l'alimentation de puissance et on augmente progressivement la tension. Donc là, on l'entend peut-être difficilement sur la prise son du téléphone, mais donc le moteur tourne à l'heure actuelle. Donc là, je monte jusqu'à 60 volts
Et donc je vous rappelle, on est dans le cas d'un hacheur 2 cadrans, donc réversible en courant. Or, l'alimentation se fait avec une alimentation non réversible. Donc l'alimentation qui est là n'est pas faite pour absorber de l'énergie. Et donc pour éviter tout problème avec l'alimentation, on utilise un câble avec une diode qui a été placée donc pour laisser passer le courant que dans un sens. Et donc l'énergie pendant les phases de freinage va être piégée sur le bus continu du hacheur, et comme on a une capacité assez faible, malgré le fait qu'on soit alimenté à 60 volts, la tension augmente assez fortement. Et donc ça se confirme quand on observe les formes d'ondes. Vous pouvez voir que le rapport cyclique varie d'une valeur assez faible à une valeur assez élevée, et que pendant les phases de réduction du rapport cyclique, là c'est directement la tension au bord de la machine que l'on voit. Quand le rapport cyclique diminue, donc la tension moyenne au bord de la machine diminue, la machine est freinée et renvoie de l'énergie sur le bus continu. Donc en fait, elle convertit son énergie cinétique en énergie électrique qui va être piégée dans le condensateur de découplage du hacheur. Donc concrètement, on a 1,5 de J oméga carré, l'énergie cinétique du moteur, où J est le moment d'inertie du rotor et oméga la vitesse, va être convertie en une énergie électrostatique stockée dans le condensateur de la forme 1,5 de CV carré. Et vu les ordres de grandeur de C et de J, même si c'est un petit moteur qui tourne totalement à vide, l'inertie est suffisante pour doubler la tension d'alimentation du hacheur pendant les phases de freinage. On est à 60 volts en mode moteur et ça monte jusqu'à 120 volts pendant les phases de freinage. Donc bien évidemment, ça c'est pas un fonctionnement normal. Dans le mode de fonctionnement normal, ce hacheur, quand il sera utilisé en 2 cadrans, sera utilisé dans un rack avec un fond de panier qui disposera d'un hacheur de freinage qui aura pour fonction de maintenir une tension raisonnable au bord du bus continu, au bord des différents hacheurs qui sont présents, il n'y en aura pas forcément qu'un, et donc de dissiper ce trop plein d'énergie. Et donc très clairement, ce qu'on observe, c'est que la tension appliquée à la machine vaut forcément 0 ou la tension d'entrée du hacheur. Pas d'autre valeur possible. Donc ça, c'est une caractéristique du hacheur de cadran qui ne fonctionne qu'en conduction continue. Le courant peut changer de sens. Il n'y a pas de mesure de courant affichée à l'écran. Mais donc là, au niveau de la machine, le courant va varier dans les deux sens, va évoluer dans les deux sens. Positif en mode moteur, négatif pendant les phases de freinage, pendant les diminutions de rapport cyclique. Et donc la situation change radicalement si on choisit de ne plus piloter le transistor du bas. Donc, je vous rappelle, le hacheur est alimenté par une source de tension continue. Le transistor du haut doit être piloté, et au niveau de la partie basse du hacheur, on a besoin d'une diode de roue libre qui est en parallèle de la machine. Dès lors qu'on ouvre l'interrupteur, le courant doit circuler en roue libre dans cette diode. Et donc dans ce cas-là, avec un hacheur à un interrupteur commandé, un transistor, eh bien on a un fonctionnement non réversible en courant. La machine ne peut pas être freinée par le hacheur lui-même, et donc on a un freinage par les simples pertes dans la machine, par un frottement. Et donc là concrètement, en fait, on peut le deviner au niveau du bruit que fait la machine et au niveau de l'arbre moteur. Alors ça se voit pas forcément très bien lorsqu'on voit ça à la vidéo, mais donc à l'œil nu, on voit que la machine est assez fortement ralentie, alors que quand on choisit d'inhiber la commande du transistor bas, le bruit change légèrement, mais surtout, donc visuellement, on voit que la machine est nettement moins freinée.
Donc à l'œil nu ça se voit, sur la caméra ça se voit pas forcément. Mais là où c'est radicalement différent, c'est quand on regarde les formes d'onde de tension aux bornes de la machine. Donc on retrouve les deux paliers à 0 et à la tension aux bornes du hacheur, mais la différence c'est que la tension aux bornes du hacheur n'évolue pas, on a toujours 60 volts, tout simplement parce qu'il n'y a pas de renvoi d'énergie par la machine sur le bus continu, et donc il n'y a pas de raison que le condensateur se charge, c'est pour ça qu'on reste parfaitement stable à 60 volts, mais encore plus caractéristique de la conduction discontinue, c'est la troisième phase qui apparaît. En fait, après passage à 0, on a une augmentation de la tension qui fait penser à un circuit du deuxième ordre. Donc, en fait, on a un échelon qui se met à osciller et qui va se stabiliser à une valeur de tension intermédiaire qui, en fait, on n'a pas le temps de le voir, mais varie un peu. Et en fait, cette tension-là, c'est la FEM de la machine. Et le fait qu'il y ait des oscillations, donc j'y reviendrai juste après. Donc pourquoi on a la FM de la machine? Eh bien, tout simplement parce que, première phase, on pilote le transistor. On a donc une tension de 60 volts qui va s'appliquer à la machine. On peut donc s'attendre à ce que la machine accélère et un courant qui croisse dans son enroulement d'induit. C'est une machine à aimant permanent d'ailleurs. Donc le courant croît. On ouvre ensuite l'interrupteur, le transistor. Par continuité, le courant est obligé de circuler dans la diode du bas, ce qui fait qu'on a une mise à zéro de la tension aux bornes de la machine. Mais ce courant est trop faible pour rester à une valeur non nulle jusqu'à la fin de la période de découpage. Le courant s'annule du fait de la FEM de la machine tourne, et donc le courant chute, et lorsqu'il atteint 0, eh bien, la diode n'est plus passante. Et comme le transistor n'est pas passant non plus, eh bien, on se retrouve dans la situation où la tension au bord de la machine, c'est la propre FEM de la machine que l'on observe. Donc normalement, on devrait avoir un palier égal à la FEM de la machine, qui fluctue d'une période à une autre pendant les phases de freinage, parce que la machine ralentit quand même à cause de ses frottements, mais qui reste normalement stable à l'échelle de la période de découpage. Donc la raison pour laquelle on observe des oscillations, c'est en fait assez simple. Les interrupteurs, transistors et diodes, lorsqu'ils sont ouverts, ne se comportent pas comme des vrais circuits ouverts, mais comme des capacités parasites qui vont être couplés à un circuit RLE. Je vous rappelle que la machine à courant continu, ça se modélise par un circuit RLE. Et donc la partie RL avec le C des interrupteurs va conduire à un comportement de type deuxième ordre, plus ou moins amorti à cause de R, et avec une fréquence d'oscillation dépendante de L et de C. Mais donc là, on peut clairement voir ce genre de comportement. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette vidéo. Donc les fonctionnalités qui sont implantées pour le moment portent sur la commande, soit avec un signal analogique, soit avec la molette en face avant de manière totalement manuelle. Il reste un dernier mode de fonctionnement avec le signal de face avant, c'est le mode digital, où donc on va considérer un signal d'entrée qui vaut soit 0 soit 5 volts et qui sera un ordre de commande du transistor haut, sachant que le transistor bas, s'il est commandé, sera piloté par le complémentaire. Donc là, il va falloir implanter de manière programmée un retard intervoix pour éviter toute conduction simultanée des deux transistors. Donc ça, c'est le premier mode de fonctionnement qui reste à implanter. Le deuxième mode de fonctionnement de commande à implanter, c'est un commande par la face arrière qui est prévu avec deux signaux logiques. Donc là, il n'est pas question de faire un pilotage analogique par la face arrière. Là, ça serait uniquement un pilotage logique, mais cette fois avec les deux commandes bien distinctes. Donc on peut faire le choix de piloter un transistor ou les deux au choix. Première chose.
Et deuxième chose, là c'est une commande directe, sans mise en sécurité, sans vérification des retards intervoix. C'est le circuit qui se trouve en amont qui doit se charger de cette fonction-là. Le but étant de toute façon d'implanter ça dans un rack qui sera conçu de la même manière que le bras de pont unitaire, c'est-à-dire de manière sécurisée. Donc on fera en sorte que les signaux de commande ne puissent pas présenter de conduction simultanée. Soit par programmation de l'organe de commande, soit par une reproduction de ce que je vais faire en face avant avec fabrication de signaux complémentaires avec un retard intervoix câblé. Donc voilà pour ce qui est des commandes qui restent à implanter. Ensuite, il y a encore d'autres choses qui sont nécessaires à implanter qui ne sont pas encore. Pour le moment, le pilotage des ventilateurs se fait manuellement par appui sur le bouton poussoir. La fonction du bouton poussoir définitive n'est pas celle-là, hein. C'est essentiellement la fonction on-off, la fonction acquittement en cas d'erreur et éventuellement la fonction de basculement dans un mode de réglage ou un autre. Donc je disais d'ailleurs qu'il restait plus grand chose à implanter en termes de commande. En fait, à l'heure actuelle, la commande par molette, on ne pilote que le rapport cyclique. L'idée est aussi d'ajouter une fonctionnalité qui consistera à pouvoir soit piloter avec la molette le rapport cyclique à fréquence de découpage fixe, soit la fréquence de découpage à un rapport cyclique fixe. Donc ça, il restera à implanter ça, typiquement en basculant d'un mode à l'autre par un appui long, alors que les on-off et les acquittements d'erreur seraient plutôt des appuis courts. Et puis donc l'autre fonctionnalité qui est pilotée avec ce bouton poussoir pour le moment et qui ne le sera plus de manière définitive, c'est le pilotage des relais qui mettent sous tension les lames de puissance en face arrière. Donc en face arrière, la partie basse du connecteur récupère les tensions présentes sur les fils bananes qui se trouvent là. Donc l'idée c'est de mettre hors tension ces connexions de face arrière lorsque le bras de pont est utilisé hors rack pour être en sécurité et de n'autoriser la fermeture de ces relais que dans le cas d'une mise en rack. Donc là pour le moment les relais, on les entend d'ailleurs claquent en fonction de l'appui sur le bouton poussoir. En fait on ferme les relais en même temps qu'on alimente les ventilateurs et donc à la fin ces deux fonctions là seront totalement décorrélées et automatisées. Les relais ne seront fermés qu'en cas de mise en rack et les ventilateurs ne seront alimentés qu'en cas de besoin. Et donc justement les dernières fonctions qui restent à implanter, c'est les fonctions de mise en sécurité. Donc je vous rappelle que le bras de pont est équipé d'une mesure de courant récupérable en face avant ici, donc utilisé en interne. Il y a un capteur de courant LEM intégré. Mesure de tension du bus continu, donc typiquement pendant les phases de freinage. Là typiquement quand on est en fonctionnement de cadran avec renvoi d'énergie, la protection à assurer c'est que dans le cas où le hacheur de freinage ne fonctionnerait pas et que malgré une tentative de dissipation d'énergie la tension grimpe encore, ça serait d'inhiber totalement les commandes du hacheur pour se protéger contre une surtension destructrice. Donc typiquement les protections à mettre en œuvre qui ne sont pas encore implémentées pour le moment, c'est une protection contre les surintensité en courant positif comme en courant négatif, première chose, contre les surtensions sur le bus continu, deuxième chose, et contre les surchauffes. Donc la surchauffe en fait elle sera gérée en deux temps. Lorsque le hacheur est froid, les ventilateurs ne fonctionnent pas. Lorsque le hacheur commence à chauffer, on met en marche les ventilateurs. Et si malgré la mise en marche des ventilateurs, la température augmente trop, on donnera l'ordre au hacheur de se couper et de rester coupé tant que la température n'aura pas refroidi. Donc ça, c'est des signaux d'erreur qui seront gérés au niveau du microcontrôleur et qui interdiront la remise en route sans un acquittement de l'utilisateur, première chose, et en cas de surchauffe, l'acquittement de l'utilisateur ne sera possible que si la température a suffisamment refroidi. Donc, tout
ça reste encore à implanter dans le programme du PSOC. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo.